Il est tard, très tard, et dans le silence presque religieux d'un grand data center perdu quelque part sur notre planète, les machines chuchotent. On pourrait croire qu'elles grondent, qu'elles rugissent derrière leur cage de métal, mais la réalité est tout autre. C'est un bruissement continu, une rumeur feutrée où circule à la vitesse de l'éclair, électricité et eau de refroidissement. Chaque foulée d'octets engendre un souffle qui se perd dans le labyrinthe des câbles, un murmure strié de LED, de néons et de flux aériens orchestrés. Quiconque est déjà entré dans ces cathédrales numériques sait à quel point l'ambiance y est presque mystique. Pourtant, ce temple moderne n'a rien de la chapelle silencieuse. La climatisation tourne à plein régime et la moindre conversation entre l'homme et la machine se construit au prix de kilowattheures qui filent dans l'ombre. C'est là que l'histoire commence. Car je vous parle d'un sujet qui fait couler de l'encre virtuelle comme jamais. La consommation énergétique de ChatGPT. Vous l'utilisez peut-être pour rédiger un email plus vite, résoudre un souci de code ou vous éclairer sur l'histoire de la Renaissance. Vous appuyez sur « Envoyer » et la réponse surgit. Simple magie? Non. Derrière l'interface, le grand orchestre technologique s'ébroue et chacun de ses mouvements a un coût, en électricité, en eau, en matière. Le compteur tourne et, avec lui, le débat sur la légitimité de faire chauffer 200 GPU pour corriger un simple verbe. Oui, une requête ChatGPT consomme. Et alors? Cette interrogation, on se la pose depuis que les premiers calculateurs géants ont commencé à humer des volumes astronomiques de données. À l'échelle d'un individu, la dépense paraîtra souvent dérisoire, quelques fractions de wattheures, un millième d'euro sur la facture. Presque rien à l'aune d'une bouilloire lançant sa résistance à fond pour vous offrir un thé. On racontait déjà en 2023 que chaque requête allait se mesurer en dizaines de wattheures. L'économiste Alex De Vries brandissait ces chiffres, assurant que toute question posée à ChatGPT, c'était l'équivalent de quelques minutes d'une ampoule LED. Dans la ligne droite de ces craintes, certains médias n'avaient pas hésité à agiter la menace d'une démesure écologique, arguant que, cumulée à l'échelle mondiale, cette consommation, logiquement astrale, finirait par nous conduire droit dans le mur. Puis l'année 2024 et les suivantes virent surgir les optimisations. Modèles plus compacts, GPU plus économes, régulation thermique plus poussée. Les ingénieurs s'y entendaient, comme ils s'y entendent toujours, lorsqu'il faut rogner quelques joules sans sacrifier la performance. L'équipe d'Epoch AI, dans son rapport détaillé de février 2025, estima alors à seulement 0,3 Wh l'énergie nécessaire à une requête moyenne. L'écrit soulignait, témoignage de test à la pluie, que le mode groupé de prédiction multi-token et les nouvelles gravures à 3 nanomètres des puces H100 avaient réellement changé la donne. Cela ne signifiait pas que tout était devenu anodin, mais que le débat ne saurait se résumer à un alarmisme trop rapide. Qu'on se situe à 0,3 Wh ou à 3 Wh, la polémique est toujours d'actualité, car 1 milliard de requêtes quotidiennes multipliées par quelques wattheures aboutissent fatalement à des mégawatts en continu. Le miracle de la miniature n'efface pas la réalité de la grande échelle. Ce calcul de consommation électrique a pour corollaire la question de l'eau, élément vital dans toute salle serveur. On imagine volontiers la chaleur dégagée par des racks de cartes graphiques, alignés comme autant de soldats au front pour éviter la surchauffe. Il faut des dispositifs de refroidissement, souvent par air, parfois par immersion directe, et invariablement couplés à des tours d'évaporation ou des systèmes d'échange thermique. L'Université de Californie, dans une étude peu médiatisée, a chiffré qu'une dizaine de questions posées à un modèle grand public pouvaient engloutir l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Un chiffre qui semble incongru, mais qui s'explique par le cycle d'évaporation-recondensation dans les infrastructures de refroidissement. Bien sûr, tout dépend du climat local, de la saison, de la technologie employée et du degré de réutilisation de l'eau. Néanmoins, le symbole est fort. À chaque clic sur envoyer, on actionne non seulement la pompe à électrons, mais également la pompe à eau. Loin de se réduire à un simple jeu d'écriture énergétique, l'aventure de ChatGPT se déroule dans la réalité concrète d'une ressource bleue que beaucoup d'industries se disputent déjà. Votre politesse en ligne boit de l'eau. Dire merci coûte physiquement un filet de liquide sous le GPU. Il n'est pas nouveau de rappeler que l'électricité et l'eau constituent l'alpha et l'oméga de tout centre de données. La mise en perspective historique rappelle des situations analogues. À chaque révolution commerciale ou industrielle, la civilisation a vu son besoin en ressources gonfler
puis s'adapter. Les forges du début du 19e siècle avalaient charbon et bois comme un ogre. C'est cette forme de boulimie énergétique qui a poussé la planète à inventer des procédés de production et de transport plus efficaces. De la même manière, Jules Verne prophétisait dans De la Terre à la Lune en 1865 que la science du futur se mesurerait plus à l'intelligence de ses solutions qu'à la simple puissance de ses canons. Aujourd'hui, sortir un modèle d'IA relève moins d'un défi de force brute que d'un défi d'optimisation. C'est la chasse aux pertes thermiques, la réduction de la consommation au repos, la tentative d'approcher un PUE, Power Usage Effectiveness, presque idéal, proche de 1,05. Nous observons les mêmes efforts que jadis mobilisaient Thomas Edison et George Westinghouse, tous deux se disputant la meilleure forme d'énergie à la fin du 19e siècle. À l'époque, la question portait sur le courant continu ou le courant alternatif. Aujourd'hui, il s'agit de déterminer la technologie de refroidissement la plus économe pour soutenir l'explosion de la demande en calcul. Winston Churchill, dans un discours de 1943, lançait « Nous façonnons nos bâtiments, puis ils nous façonnent en retour ». Transposer cela à l'IA, nous structurons nos modèles et ils restructurent nos data centers, forçant chaque acteur à repenser ses approvisionnements en électricité, sa logistique d'évacuation de la chaleur et son rapport aux ressources naturelles. Le moteur sous-jacent de cette transformation est à la fois technique et économique. Les équipes d'ingénieurs cherchent des solutions de plus en plus sobres, car c'est non seulement un impératif environnemental, mais surtout un impératif financier. Quand on tourne la molette de la consommation électrique, on modifie les dépenses d'un data center, qui peuvent se chiffrer en dizaines de millions d'euros par an. Les technologies de prochaine génération, Nvidia Blackwell, AMD Instinct, Intel Gaudi, promettent d'augmenter les performances tout en réduisant l'empreinte énergétique. La concurrence fait office de catalyseur. Adam Smith, dans The Wealth of Nations, montrait déjà en 1776 que la main invisible du marché incitait les acteurs à l'efficience, pour peu que la concurrence soit réelle et les ressources tarifées à leur juste valeur. Un kilowattheure ne saurait rester un concept abstrait dans un monde de serveurs. C'est toujours d'ailleurs l'insistance des économistes contemporains qui, comme Václav Smil en 2017 dans Energy and Civilization, clament qu'on ne s'en sortira qu'avec une vision lucide des chiffres et des contraintes. Du point de vue politique, la question fait débat. D'aucuns aimeraient que l'on pose des limitations drastiques, évoquant l'idée d'un quota de requêtes par citoyen ou d'une taxe punitive sur l'usage intensif de l'IA. Peut-on imaginer un État interdisant la formation de modèles trop grands sous prétexte de leur appétit énergétique? Certains militants, attachés à une vision frugale de la modernité, prônent une limitation réglementaire. D'autres, et j'avoue appartenir plutôt à leur camp, estiment que la liberté d'innover, en synergie avec des règles de marché claires, produit des solutions plus pertinentes à long terme. Dans un style sans concession, Friedrich Hayek écrivait que « la route de la servitude commence lorsque l'on bride de façon autoritaire le déploiement scientifique et entrepreneurial. » Cela ne signifie pas qu'il faille mettre la tête dans le sable, ni que l'État doive se contenter de regarder passivement, mais qu'on doit d'abord encourager les acteurs à développer de meilleures puces, un refroidissement plus vertueux, des data centers alimentés par des sources renouvelables, plutôt que de paralyser la recherche. Loin de l'idéologie, il convient de rappeler qu'une simple contrainte sur le coût de l'énergie, alliée à la dynamique concurrentielle, exerce souvent un effet plus incisif qu'une pluie de décrets. Interdire n'est pas la solution. Innover sous la pression des coûts, voilà la piste d'atterrissage. Les chiffres actuels sont assez limpides. Les data centers, selon l'IEA, pourraient consommer aux alentours de 1000 TWh d'électricité d'ici 2026, ce qui reste une fraction notable de la production mondiale. Ajoutons à cela une augmentation potentielle de 50 à 165% si la demande en IA continue, ce qu'on appelle l'hypothèse haute. Mais rien qui ne soit hors de contrôle, car la courbe de l'efficacité monte en parallèle de la courbe de la demande. Et si ChatGPT et ses semblables font effectivement gonfler les statistiques, il faut tenir compte de ce qui est remplacé ou économisé. Moins de déplacements physiques pour certaines tâches, moins de pertes de temps, et peut-être même moins de serveurs obsolètes dispersés ça et là, remplacés par des fermes centralisées, hyper optimisées. C'est un point que met souvent en avant l'économiste William Nordhaus. La prise en compte du coût global sur le cycle complet d'une technologie peut parfois aller contre l'intuition première. De la même façon, nos trains actuels, plus efficaces, consomment moins par passager par kilomètre
que ceux du début du XXe siècle, malgré l'accroissement du trafic. Reste que la question de l'eau est plus délicate, plus visible, car l'électricité, on la transmet par câble, tandis que l'eau s'évapore et se transporte sous forme de nuages, réels, pas seulement virtuels. L'empreinte hydrique s'étale sur la carte du monde, et tout le monde n'a pas la chance de disposer de la même abondance en ressources. Les data centers s'installent souvent près de centrales hydroélectriques, ou dans des régions au climat frais, comme l'Islande ou l'État de Washington, pour baisser la facture de refroidissement. Ce genre d'arbitrage géographique a une saveur particulière. On déplace l'infrastructure pour s'aligner sur la nature et tirer profit de son climat. Une centralisation qui a ses avantages, la frugalité énergétique et ses inconvénients, liés notamment à la distance entre l'utilisateur final et la machine. Imaginez la perturbation si tout l'Internet mondial dépendait de 2 ou 3 zones où se trouveraient des data centers. La résilience du réseau, selon Claude Shannon et d'autres pionniers, doit reposer sur une distribution des nœuds. Or, chacun de ces nœuds consomme de l'eau, un bien qu'on croyait naguère inépuisable, mais qui fait aujourd'hui l'objet de tensions dans un monde de plus en plus soumis aux extrêmes climatiques. On ne s'en sortira pas sans un panachage astucieux de solutions, depuis le recyclage de l'eau, de refroidissement, jusqu'à l'énergie géothermique ou l'usage de pompes à chaleur réversible. Les plus pessimistes annoncent un blackout numérique, trop de demandes, trop de serveurs, et pas assez de jus pour tout alimenter. Rassurez-vous, pas de quoi s'inquiéter. On a connu le même discours dans les années 80, quand l'informatique personnelle s'est déployée sur tous les bureaux. Des Cassandres prédisaient que le réseau téléphonique saturerait. L'histoire leur a donné tort. Parce que la fibre est arrivée, parce que la capacité a doublé, parce que la compression a progressé. On se souvient de cette maxime d'Émile Girardin en 1852. Gouverner, c'est prévoir. L'État, comme le secteur privé, ne peut faire l'impasse sur la prospective. Dans la prospective, il y a de l'inventivité, de l'anticipation, de la planification à long terme, le tout pondéré par la science économique. De même, Václav Smil nous l'apprend, l'humanité a su multiplier son usage d'énergie par 100 depuis la révolution industrielle, et n'est pas encore retombée dans la pénurie, parce qu'elle a su inventer des moyens d'extraire, de transformer et de consommer plus efficacement. Les marges de progression sont encore substantielles, les processeurs neuromorphiques, la supraconductivité à haute température, ou encore la possibilité de délocaliser certains calculs dans des zones arctiques où le froid ambiant sert déjà de compensateur thermique. Qui sait ce que nous réservent les 10 ou 20 prochaines années? L'un des grands mérites de la compétition technologique est précisément d'éviter de prendre la fuite en avant pour une impasse. Tout progrès ne réside pas dans l'interdiction, mais dans la découverte d'un meilleur rendement par la concurrence. Le débat, toutefois, n'est pas seulement technologique ou économique, il est aussi moral. Pourquoi dépenser des kilowattheures pour générer du texte? Les écrivains de chair et d'os n'ont pas besoin d'eau courante pour composer un poème. Certes, mais on oublie parfois que la plume traditionnelle existait dans un contexte où la lenteur était la norme. Aujourd'hui, demander à ChatGPT de compiler des dizaines de références, de structurer un argumentaire, de coder un script, c'est économiser potentiellement des heures de travail, des déplacements, des impressions. Platon, dans la République, suggérait déjà qu'une avancée technologique n'est pas un vain luxe, mais un outil qui transforme la manière de penser et d'organiser la cité. Il est certain qu'un usage acharné de l'IA peut conduire à une forme de boulimie digitale, où l'on pose 1000 questions superficielles juste par curiosité ou oisiveté. Mais il y a aussi ces scénarios plus nobles, où l'IA décuple une productivité intellectuelle qui pourrait résoudre des problèmes de santé, d'environnement ou de logistique. Le moraliste dirait « toute invention a un coût ». La question est de savoir si le bénéfice dépasse ce coût. Les ingénieurs et chercheurs en intelligence artificielle, Elon Musk ou Sam Altman, ont conscience depuis longtemps de ces enjeux. Le fait même qu'on discute du coefficient d'efficacité de ChatGPT ou de la quantité d'eau absorbée par un data center évoque un changement de paradigme profondément installé. Dans les années 90, l'important était d'accéder à la puissance de calcul, quel que fût son coût. Aujourd'hui, on considère la puissance avec la notion de bilan global. Sur 1 million d'utilisateurs, combien de mégawatts en continu? Sur 1 milliard de requêtes, combien de litres d'eau? À l'unité, les calculs paraissent anecdotiques. Mais leur agrégation nous fait franchir un palier. On rentre dans l'ère de la sobriété numérique. Mais une sobriété consciente, proactive, orientée par l'innovation. La loi de Koomey, peu connue du grand public, stipule que l'efficacité énergétique des technologies de l'information double
environ tous les 2 ans et demi. Un phénomène comparable à la fameuse loi de Moore sur la densité des transistors. Tant que nous restons dans ce rythme d'amélioration, nous pourrons absorber la hausse de la demande sans exploser la consommation. Mais cette loi n'a rien de magique. Elle exprime la capacité de la recherche fondamentale et du marché à soutenir l'effort d'invention. Rien ne dit que nous n'entrerons pas un jour dans une nouvelle ère d'infrastructures, où l'eau ne sera plus qu'un fluide secondaire, remplacé par des liquides refroidisseurs synthétiques plus durables, ou par un système d'échange de chaleur géothermique. L'électricité, elle-même, pourrait être produite beaucoup plus près des centres de calcul, grâce à des panneaux solaires de nouvelle génération ou des mini-réacteurs modulaires encore au stade de la spéculation. Les scénarios de l'IEA pour 2035 dessinent 2 routes principales. L'une, où l'efficacité technique rattrape aisément la hausse du trafic IA, l'autre, où la fuite en avant se poursuit sans contrainte et aboutit à un accroissement massif de la consommation. Entre les deux, un plaidoyer pour la lucidité et la mesure. En définitive, peut-on affirmer qu'une requête à ChatGPT est superflue et gâcheuse d'énergie, de la même manière que l'on accuse parfois Netflix de dévorer la bande passante et l'électricité? On pourrait jeter l'opprobre sur l'IA conversationnelle, mais tout dépend du contexte, de la finalité, de l'utilité qu'on en tire. L'histoire regorge de polémiques où certaines inventions étaient jugées extravagantes avant de devenir des standards. Quand on parlait du train, au XIXe siècle, des contemporains craignaient que la vitesse de 50 km/h ne soit délétère pour la santé humaine. Sommes-nous à l'aube d'une autre révolution? Où l'IA deviendra si banale qu'on ne se demandera même plus ce qu'elle consomme, parce qu'elle sera intégralement intégrée à notre quotidien? Probablement. Mais cette banalisation n'exclut pas la vigilance. On garde toujours en mémoire le titre choc de l'essai de Winston Churchill qui, bien que traitant d'architecture, s'applique à nos infrastructures modernes. Nous modelons le futur à chaque choix, même apparemment minime. L'eau et l'électricité ne sont pas illimitées. Elles doivent être respectées, optimisées, jamais galvaudées. C'est ainsi qu'on fait cohabiter le progrès et la responsabilité. Alors pour conclure, faut-il s'effrayer des chiffres parfois sensationnels sur la facture énergétique de ChatGPT? Faut-il courber l'échine devant une prétendue catastrophe? Comme le disait l'évêque Berkeley au XVIIIe siècle, la perception que nous avons d'un phénomène dépend de nos représentations mentales. Nous percevons d'autant mieux la menace quand les médias l'enrobent de titres alarmistes. En pratique, l'innovation, dans un cadre de coût réel, saura trouver des voies d'équilibre. Il ne s'agit pas de nier que chaque requête boit de l'eau et dégaine des joules, mais de saisir que l'IA, dans son ensemble, s'inscrit dans le grand livre du progrès, qui transitionne vers plus d'efficacité. Nous avons surmonté les craintes liées à l'éclairage électrique, à la télévision, à l'automobile. Chaque fois, ce fut la technique, l'initiative privée et aussi la lucidité publique qui nous évitèrent la grosse panne ou le bouleversement total. J'y vois un motif d'optimisme raisonnable. Pour autant que l'on sache, au niveau politique, réguler sans brider, encadrer sans étrangler, et au niveau individuel, distinguer l'usage utile de l'abus superflu. J'y vois la continuité logique de la pensée de Hayek qui, sous des allures d'économiste sévère, n'a eu de cesse de plaider pour l'ingéniosité et la concurrence comme levier de la prospérité. Oui, la machine consomme. Non, ce n'est pas un péché. C'est à nous d'exiger que ce qu'elle nous donne vaille ce qu'elle nous coûte. Vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à être plus visible en vous abonnant et en ajoutant un like. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. À dimanche prochain!